bonsoir à tous, où que vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous accueillons Josette Lépine qui vient nous Oui, parler. Donc, avec le corps, on va plus loin, plus vite. Coacher avec un corps en conscience. Donc, Josette Lépine, bonjour. bonjour et bonjour à tous. Même si vous êtes loin, nous sommes tellement proches les uns des autres grâce à cette technicité. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est véritablement déjà presque une intelligence collective qui nous donne accès à une communication commune, à faire quelque chose ensemble. Merci Alors, Baptiste. merci Josette. Alors, tu es coach PCC, formatrice, auteur, créatrice du coaching somatique, auteur de deux livres. En tout cas, le premier qui est déjà sorti, c'est le coaching somatique ou Oui, l'intelligence du corps en mouvement, que les gens peuvent voir sur le slide et également juste ici. nous pouvons. Alors, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que de toute façon, ce slide, les gens pourront le télécharger sur notre groupe Facebook. Et donc, une Josette, déjà, une première question. Bah, Oui. pourquoi le coaching somatique? Pourquoi cette envie de nous présenter le coaching somatique? Ah, pourquoi j'ai envie de le présenter? J'ai envie de le présenter parce que c'est un peu mon enfant d'abord, parce que c'est quelque chose que j'ai créé il y a maintenant à peu près une dizaine d'années. Ça s'est passé en plusieurs étapes. J'étais coach depuis quelques années et puis je coachais normalement comme tout le monde, tout ce qu'on m'a appris en PNL, en analyse transactionnelle pendant toute ma formation. Et puis j'avais eu aussi d'autres formations préalables. Mais il y a eu un moment où, curieusement, j'ai commencé à m'ennuyer pendant mes séances et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce qu'il se passait entre mes clients et moi dans la séance. C'est comme s'il y avait une sorte de décalage et je n'arrivais pas à trouver véritablement l'essence de ce que je ressentais. Et c'est en fait en me penchant vraiment sur mes ressentis que la lumière est venue. Je me suis dit que si j'avais moi des ressentis de cette nature, c'est que mes clients devaient avoir aussi ces ressentis-là, qu'il y avait une incomplétude quelque part. Donc, comme j'avais été par chance danseuse à l'Opéra de Paris pendant 30 ans, j'avais quand même une certaine connaissance du corps et du mouvement, même si ça avait été dans la douleur, parce que c'est souvent dans la douleur, mais c'est quand même dans la beauté et dans l'art du mouvement et de la beauté. Et je me suis aussi axée, après avoir été obligée d'arrêter de danser, j'ai été faire une session, aussi une formation dans la méthode Feldenkrais, la prise de conscience par le mouvement. Et en fait, j'ai réuni les deux et j'ai commencé petit à petit à ouvrir des champs de possibilités auprès de mes clients en les faisant bouger. En les faisant bouger de quelle manière? Eh bien, c'est tout simplement en transformant leur histoire, ce qu'ils me demandaient, en métaphore, mais en une métaphore qui devenait un mouvement. C'est-à-dire que je leur demandais de se prêter un petit peu à un certain jeu, et puis ça venait tout seul. Ils étaient d'accord, ça les amusait. Et puis, je les faisais marcher, et puis je les ai fait bouger. Et puis, petit à petit, ça a pris un peu d'essor comme ça. Et je me suis aperçue qu'en fait, dès que le corps se mettait à bouger, le mouvement fédérant les sens, il y avait une sorte de magie qui se, qui se propulsait dans la compréhension de la situation du client. On peut dire que c'est l'instinct, puisque là, le corps, qui a une mémoire extraordinaire, peut-être même la mémoire du passé, le corps, toutes ces cellules se mettaient en chantier, en fait, pour trouver une solution, pour sortir d'une impasse, parce que la survie était là. Donc l'instinct était là. Et là, la résolution venait beaucoup plus rapidement. Donc, d'où le titre, avec le corps, on va plus loin, plus vite. D'abord, il y a le corps, parce que le corps, c'est pas simplement un, un, peu de chair, mais il y a un squelette, il y a une sensibilité, il y a une fraîcheur
une chaleur à l'intérieur du corps, toutes nos émotions qui sont là et qui nous parlent, qui sont sans cesse en train de nous parler, mais on ne les écoute pas. On n'a pas appris tout simplement à être dans notre corps. Donc j'ai trouvé que ce serait dommage de ne pas offrir au coaching, au coach, une possibilité différente de celle que nous avons. Bien sûr, avec la PNL, on a appris un petit peu à bouger, mais là, c'était véritablement d'aller chercher à l'intérieur, c'est-à-dire d'être en conscience. Et pas seulement en conscience du mouvement, mais être en conscience dans une globalité totale. Donc, les fondamentaux du coaching somatique, ou plutôt, je dirais plutôt de l'intelligence du corps en mouvement, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est l'intuition, la créativité, la métaphore et surtout, surtout, le non-verbal. Qu'est-ce qui se passe en fait dans la conscience et dans la conscience quand on arrête de parler? On a deux cerveaux, on a un cerveau gauche et puis un cerveau droit. Et le cerveau gauche, c'est le centre de la parole. Donc cette parole, eh bien, souvent, elle est alliée au mental et le mental nous empêche d'aller vers la sensibilité. Mais c'est aussi l'inverse. Quand on est à l'écoute de sa sensibilité, on va directement chercher à l'intérieur de soi des ressources que l'on n'avait pas prévu de rencontrer dans sa propre évolution, dans son propre développement. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose de faire un petit exercice. Vous n'êtes pas obligé, mais ce serait dommage de ne pas avoir un échantillon là maintenant tout de suite du coaching somatique et de voir comment votre intelligence corporelle va vous aider à comprendre certaines choses de vous-même, ou peut-être d'un petit problème que vous avez en ce moment. Choisissez pas quelque chose de trop grand, mais je vous propose de chercher quelque chose qui en ce moment vous dérange un petit peu. Pas quelque chose de très lourd, vaut mieux pas. Enfin, vous faites comme vous voulez d'ailleurs, c'est pas l'importance. L'importance c'est vous et l'important c'est vous, ce que vous allez ressentir. Donc voilà, mettez cette image un petit peu comme ça devant vous. Là, il y a une représentation d'une situation, d'un événement, d'un souvenir, et vous l'avez là comme ça devant vous. Regardez-le bien, imprégnez-vous bien de cela. Il doit y avoir une émotion ou des émotions qui interviennent juste à ce moment-là, ce qui est normal, c'est juste. Et je vais vous demander maintenant de fermer les yeux juste quelques secondes, juste pour intégrer cette image que vous avez déjà, mais c'est juste pour la ratifier à l'intérieur de vous. Voilà, très bien. Et puis maintenant, tout simplement, tournez la tête d'un côté et puis tournez la tête de l'autre. C'est pas difficile, c'est juste ça. C'est quelque chose que vous faites naturellement. C'est une habitude, une attitude. C'est un geste qui fait partie de la fonction de votre corps. Et la fonction, c'est quand même l'allié de notre corps. Alors, tournez la tête d'un côté et puis tournez la tête de l'autre. C'est bien. Notre corps est véritablement notre allié. Regardez comment se profile le corps en même temps que vous tournez la tête. Est-ce que vous êtes en conscience, c'est-à-dire est-ce que vous êtes présent à l'intérieur de vous, dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre postérieur, dans votre colonne vertébrale? Est-ce que vous êtes en conscience aussi, vigilant à votre respiration? Est-ce que vous êtes en train de vivre là maintenant? Juste une petite expérience, juste une expérience. C'est-à-dire que dans le cerveau, l'action, c'est la fonction la plus importante. Donc votre instinct, notre instinct, nous cherche à nous faire bouger. Sans le mouvement, nous ne serions rien. Que serait le corps s'il n'avait pas le mouvement? C'est pour ça qu'avec lui, on va plus loin et plus vite. Donc, cette plasticité neuronale que l'on va travailler là maintenant, tout en continuant à tourner la tête, vous m'écoutez. Et puis arrêtez-vous et observez comment vous respirez simplement maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Je présume que au moment où je vous ai invité à respirer, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à respirer. Vous respiriez déjà, bien sûr. Mais
vous avez été beaucoup plus attentif à votre respiration. Et ça, ce sont des liens qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas à être en présence avec soi, à être à l'intérieur de soi, conscient de ce que l'on fait. Le mouvement fédère les sens et le mouvement seul peut apporter une réalisation consciente dans la plasticité et dans la fonction hormonale que nous avons. Ça déclenche, le mouvement déclenche les endorphines, ça met dans la joie. Enfin, vous allez voir peut-être tout à l'heure après cet exercice. Et maintenant, recommencez à tourner la tête d'un côté et puis tournez la tête de l'autre et prenez un repère sur votre gauche et prenez un repère sur votre droite. Juste un repère, tiens, ma tête va jusque-là. Alors, il se peut que vous soyez en train d'essayer de vous torturer pour aller de plus en plus loin avec la tête, et c'est pas possible. Et c'est pas l'objet, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de porter un regard quelque part, de regarder une situation quelque part. Et là, vous êtes avec vous-même. Alors maintenant que vous avez bien repéré ce repère, vous avez repéré le repère, eh bien, je vous invite maintenant à continuer à tourner la tête d'un côté à l'autre, mais en même temps de tourner les yeux dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand la tête va à gauche, les yeux vont à droite, et quand la tête va à droite, les yeux vont à gauche. Voilà, c'est ça. Continuez, continuez doucement, gentiment. Alors, c'est pas facile. C'est un exercice de style. C'est pas quelque chose d'habituel, mais c'est un potentiel que nous avons. Et bien entendu, on ne le fait pas souvent, ce geste-là. C'est quelque chose qui vient contrarier l'habitude. Comme on dirait chez nous, les coachs, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et comment est-ce que vous réagissez justement à cette perte de confort juste à l'instant? Et c'est ce que la vie nous demande de faire sans arrêt. Donc, c'est un petit exercice qui peut être aligné dans un cadre avec un de nos clients, mais d'une façon tellement discrète et tellement facile. Tourner la tête d'un côté et tourner les yeux de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de faire quelque chose que je n'ai jamais fait? On nous demande de faire des changements et de produire des changements et d'aider nos clients à changer les choses. Bien voilà juste un petit exemple qui était tellement facile à vous donner, à vous confier ce soir, que je vous invite voilà, à le faire. Puis maintenant, arrêtez-vous juste un petit moment et regardez devant vous. Qu'est-ce que vous voyez? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une manière un petit peu originale de voir comment on peut manager le changement. Parce qu'il faut faire la différence entre l'intellect, le corps et le corps. Il y a deux intelligences en fait, mais qui s'allient véritablement. L'intelligence du cerveau, du mental, et puis aussi l'intelligence du corps. L'un va être dans la réflexion, l'autre va être dans sa sensibilité. Et quand on unit les deux, on a véritablement un compagnon extraordinaire. Et c'est là où justement cette intelligence du corps se manifeste. Très bien. Maintenant, je vous invite à tourner la tête d'un côté et de l'autre, et cette fois, regardez avec vos yeux, jusqu'où se porte votre regard maintenant. Est-ce que quelque chose a changé dans la rotation de votre tête, dans votre corps, dans vos épaules, dans votre dos? Quand vous tournez la tête, est-ce que vous regardez simplement plus loin? C'est simple, ça se passe tout seul. Et votre regard, pour certains d'entre vous, va aller plus loin. C'est quand même magique, on n'a pas forcé. Pendant des années, on vous a demandé de forcer en gymnastique, etc. Enfin, moi, personnellement, je pourrais dire. Mais en fait, on peut obtenir exactement les mêmes choses, les mêmes résultats, quand on demande au corps d'utiliser cette intelligence. L'intelligence du corps, c'est qu'il avait un potentiel, c'est-à-dire de tourner les yeux dans le sens inverse de la tête, mais on n'avait jamais pensé de lui faire faire. Donc, c'était assez amusant. Et maintenant, regardez devant vous. Et qu'est-ce qui se passe maintenant pour le problème que vous aviez visualisé tout à l'heure? Comment votre imaginaire l'avait transformé? Et comment est-il maintenant? Est-ce qu'il est toujours aussi près? Est-ce qu'il est plus loin? Ou alors est-ce qu'il est plus là du tout? Voilà.
Prenez un petit instant pour prendre conscience de ça. Parce qu'avec le langage non verbal, le corps s'éveille, la sensibilité s'éveille. Et utiliser la sensibilité pour mieux communiquer avec soi, s'écouter, s'entendre et écouter son propre silence intérieur pour en recevoir la richesse. Voilà, on a fini cet exercice. Merci d'avoir participé. Et si vous avez des questions, est-ce qu'on a des questions, Yotis? Il y a pas mal de réactions en effet. Je vais d'abord revenir également sur les sondages que nous avons lancés avant l'exercice. Donc le premier sondage, nous avions posé la question: quelle relation entretenez-vous avec votre corps? Alors Josette, 21% avaient dit intime, 5% indifférence et 74% attentive. Sondage numéro 2, comment réussissez-vous à ne pas être à l'écoute de votre corps et vraiment en pole position? C'était le trop de stress à 46%, la négligence à 36% et la méconnaissance de soi à 18%. J'ai l'impression en tout cas qu'après cet exercice, d'après les commentaires que je vois, il y a quand même quelques prises de conscience. L'exercice est fabuleux, nous dit Odile. Il y a un autre feedback de l'exercice. Donc au début en apnée, ensuite apaisement, nous dit Jean-Pierre. Sensation très agréable du regard dans les deux sens, relâchement de la part de Laurent, sensation de chaleur et de douceur. Le confort serait d'arrêter ce mouvement, nous dit Lilia. Impressionnant, c'est fou, plus de sérénité après l'exercice, trop fort. Pascal nous demande, y a-t-il une relation avec les mouvements oculaires EMDR? Ah, ça, j'attendais cette question, effectivement. Non, il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation parce que l'EMDR est un protocole. C'est un protocole. Je suis certifiée en EMDR aussi parce que j'avais envie d'aller voir exactement ce que c'était. Mais pour moi, c'était le protocole, c'était la même chose. Ça manquait de mouvement, ça manquait de corps. Mais vous savez, les mouvements oculaires, tout ce qui vit sur Terre a des yeux. Et tout ce qui vit sur Terre peut bouger les yeux. Et tant qu'on peut les bouger, eh bien bougeons-les. On peut faire des clins d'œil dans tous les sens. Et puis on peut absorber la nature. C'est un don quand même. C'est un cadeau que la nature nous donne. Enfin pour les voyants en tout cas. Et pour les non-voyants, ils ont une autre manière de voir parce que leur sensibilité se développe. Et quand on ferme les yeux et même quand on tourne les yeux d'un côté à l'autre, c'est cette sensibilité qui s'éveille aussi. Donc, ça n'a rien à voir avec le MDR. Ce n'est pas un protocole. C'est vraiment stimuler l'intelligence du coaching somatique. C'est aussi créer. Créer est un art pour les coachs. Et créer, c'est insuffler par intuition par rapport à la demande du client, c'est insuffler un changement et c'est aider le client à se créer lui-même parce que ce sont ses propres sensations et il va les emporter avec lui. Il va pas simplement emporter les mots des mots, mais il va emporter ce que il lui-même se sera offert. C'est quand même un cadeau qu'on lui donne, une porte qu'on ouvre à quelqu'un en lui faisant ce cadeau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Yotis? Il y a aussi une question de la part de Christine. À quel moment pouvons-nous proposer ce genre d'exercice? Eh bien, à quel moment? Quand vous avez fait la formation, c'est à n'importe quel moment. Vous voyez, je l'ai fait pour vous et pour n'importe quel client. C'est à partir de quand est-ce que vous allez vous-même euh, intuitivement sentir ce que vous pourriez faire ou proposer de faire à votre client de façon à ce qu'il emporte avec lui justement cette richesse dont je viens de parler. C'est le cadeau de se faire un cadeau avec sa sensibilité, de comprendre par lui-même ce qu'il vit intérieurement et qu'il ait une résolution. Pour moi, l'intuition, c'est la finesse du coach. On ne peut pas ne pas être intuitif.
Mais l'intuition nous vient de notre sensibilité. C'est elle qui nous appelle à travailler avec justement l'union du sens et de l'esprit. C'est quelque chose, vous savez, vous connaissez bien cette petite phrase, c'est en fait quelque chose que l'on a, mais on ne sait pas qu'on l'a. Donc c'est à nous de le développer puisque nous l'avons, cette intuition. Et devenir coach, c'est pas un hasard. Donc c'est quelque chose que l'on a particulièrement aiguisé pour aller plus loin avec nos clients. J'espère que ça répond à votre question. Hein. Alors, on nous pose des questions par rapport, donc encore au livre, mais surtout comment pouvoir proposer ce genre d'exercice au client sans que le client nous regarde avec des grands yeux. Alors, déjà, si vous venez faire la formation, ça sera plus facile parce que vous-même, vous aurez un lien avec votre corps complètement différent, un regard sur votre corps différent et un regard sur le corps des autres, donc de vos clients et même aussi de vos amis, complètement différent. Donc, le corps est un indicateur, un révélateur et un guide, à condition qu'on lui laisse la liberté d'être ce qu'il est. Je peux en parler, j'en parle dans mon livre et aussi dans le second livre que je suis en train d'écrire. Mais si le corps est conduit dans un conditionnement où il doit faire ce qu'on lui dit de faire, il ne trouvera pas cet élan, cette liberté qu'il peut avoir. Aldous Huxley disait, la prise de conscience n'est possible que grâce à un changement. Et tout changement n'est réalisable que par un mouvement. On ne va pas construire une entreprise ou quelque chose en restant assis dans sa chaise. On vit dans une culture de chaise. Un peu trop. Parce que le cerveau, dans ces cas-là, il n'est pas actif. Et cette action est la fonction la plus importante de notre cerveau, c'est l'instinct. Donc la plasticité neuronale, seul le mouvement peut l'intégrer. Et cette fluidité, cette adaptabilité, pour générer le changement, elle est facile. Donc, si vous proposez à votre client, vous dites, écoutez, est-ce que vous venez me voir et vous avez besoin de faire quelque chose, de changer quelque chose dans votre pratique ou à l'intérieur de vous, qu'est-ce que c'est pour vous un changement? Vous savez, je peux lui demander simplement quelque chose, je veux dire, simplement, je peux lui faire cet exercice de tourner la tête et les yeux, et je lui dis simplement, mettez les mains sur la tête. Et maintenant, ouvrez les mains et maintenant, croisez les doigts, entrecroisez les doigts différemment. Vous allez voir que c'est un changement. Rien que ce changement-là génère une sensation différente. On se sent différent. Et nous n'avons pas l'habitude de faire ça. On peut faire les mains ici, on peut faire les mains dans le dos. Mais même ça, c'est différent. Même ce geste-là est différent à faire. Il va bafouiller avec ses doigts, il va les tripoter parce qu'il va trouver l'entrée. Faire autrement. On est tellement codé dans notre cerveau qu'on a oublié que nous avions des ressources fabuleuses, mais on ne les utilise pas. Pourquoi? Je trouve que le coaching mérite véritablement d'absorber ce changement et cette possibilité d'aller plus loin. C'est dans l'intelligence collective aussi que ça se développe énormément, parce que toutes les personnes que je forme vont aussi dans les entreprises. Et l'intelligence collective, c'est vraiment inventer le monde de demain, motiver les équipes dans la joie de vivre, ensemble, d'être et d'avoir le plaisir de travailler ensemble. Et c'est tellement facile, c'est tellement aisé de faire une réussite commune. J'ai pris ça à la danse. J'ai appartenu à un corps de ballet. Nous faisions corps. Et même s'il pouvait y avoir des rivalités, mais l'important, c'était la réussite du spectacle. Et nous étions tous reliés, liés à cet élan, à un seul élan. Les machinistes, les électriciens, les chanteurs, l'orchestre, tout le monde est là pour la réussite. Et il n'y en a pas un qui remet ça en question. Mais c'est tellement dans la joie, c'est tellement dans la beauté qu'il y a quelque chose de différent. Donc dans les entreprises, il y a aussi vraiment des avantages pour les entreprises à créer quelque chose de différent dans l'action de leurs employés, dans l'action de leurs dirigeants,
pour donner du sens au sens que à avoir et que va avoir l'entreprise à travailler autrement. Et maintenant, on sait très bien aussi que travailler dans la joie, c'est améliorer véritablement beaucoup la production de l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, si, mais il y en a tellement. Je me permets de partager quelque chose. Avant ce webinaire, j'ai eu cette chance d'avoir cet exercice avec toi. Tu m'as dit, écoute, je vais te montrer. Et lorsqu'on a fait l'exercice ensemble, je me rappelle que j'étais vraiment concentré à l'enregistrement plutôt de l'exercice plutôt qu'à le vivre. Donc, je prenais le temps à noter les choses. Voilà, tout à fait. Et puis à un moment, tu m'as dit, stop, concentre-toi, laisse ton cerveau sur cet exercice. Et donc, j'invite aussi toutes les personnes à refaire peut-être l'exercice lorsque la vidéo sera sur YouTube. Et voilà, donc Josette, je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment-là où je notais tout ce que tu disais au lieu de vivre cet exercice. C'est ça, c'est ça. Mais oui, mais je vais répondre par un petit, je sais pas comment ça s'appelle, une petite en fait, une petite phrase que j'ai trouvée un jour sur Internet et elle m'a sauté, cette phrase m'a sauté dans les bras. C'est les papous d'Indonésie qui disent la connaissance reste un mystère tant qu'elle n'est pas passée par le muscle. Donc ça, on peut aller très loin avec ça, parce qu'effectivement, la connaissance, elle est innée chez l'être humain, puisque en sortant du ventre maternel, la première chose que fait le nourrisson, eh bien, c'est même in utero, il apprend à bouger, il apprend à marcher, parce qu'il est déjà dans la vitalité, il est déjà dans la vie. Et après, ensuite, il apprend à marcher, il s'apprend tout seul. Personne ne va lui dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il râle, etc., parce qu'il n'arrive pas à se tourner d'un côté, de tourner de l'autre. Et puis finalement, il s'assoit, et puis un jour, il arrive à mettre son premier pied sur le sol et à s'ériger dans l'espace. C'est un moment merveilleux. Mais c'est à lui qu'il le doit, parce que personne ne le lui a appris. Donc, ces ressources-là, elles sont un peu elles sont un peu interrompues, je dirais aussi, encore une fois. Malheureusement, c'est que dès que l'enfant est à l'école, dans certaines écoles, il est assis sur une chaise, les bras sur un pupitre, et il doit écouter simplement. Et son cerveau ne participe pas à son éducation. Son cerveau n'imprime pas tout ce qu'on lui dit, tout ce qui est important d'apprendre. Et avec le mouvement, il apprendrait beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs la première des choses qui m'avait interpellée quand ma maman m'a emmenée à l'opéra la première fois. Je devais avoir 6 ans, 7 ans, avant d'entrer à l'opéra. Et j'ai vu la directrice de l'école et elle m'a dit, et qu'est-ce qui t'a surpris dans tout ce que tu as vu dans tous ces ballets? J'ai dit, comment ils font pour se souvenir de tous ces pas? C'était quelque chose qui m'avait marqué étant enfant déjà. Déjà, j'avais remarqué, et c'est vrai qu'il y a tellement de pas dans la danse qui sont difficiles et qui défient les lois de la gravité dans leurs complications et dans leurs difficultés, qu'on peut se demander, même enfant, comment ils font pour arriver à faire tout ça? Eh bien, c'est par la répétition. Mais souvent aussi, par la répétition, quand on répète trop souvent, ben, je tourne la tête du côté de haut et les yeux, on oublie qu'on peut faire aussi l'inverse d'un seul coup. On peut faire quelque chose de différent et que ce quelque chose de différent, ça va changer quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, seul le mouvement peut intégrer par cette fluidité et chercher un changement. C'est comme s'il y avait des neurones qui se transformaient à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau. Ouais, peut-être elles ne se transforment pas, mais elles s'ajoutent les unes aux autres pour arriver à faire un tout avec l'ensemble. Encore une autre question? J'adore répondre aux questions. Alors, écoute, il y a pas mal de réactions encore. Hein. L'image est plus claire après cet exercice, nous dit Valérie. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle me voyait, nous dit Lynn. Il y a pas mal de réactions. Moi, je t'invite à continuer. D'accord, d'accord. Mais écoutez, je voulais aussi mettre l'accent sur quelque chose auquel
on ne pense pas véritablement, c'est la gestuelle. La gestuelle, qu'est-ce que c'est qu'un geste en fait? Ben, je fais ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, et puis je vais être comme ça, et puis je vais être comme ça, et puis je vais me tortiller dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui dit mon corps à ce moment-là? En fait, un geste, c'est une pensée qui prend du sens. C'est une pensée qui prend une forme. Et là, il y a une cohérence. Parce que si je vous dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous allez me dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, dans le discours de cette dame-là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle me... J'ai pas très bien compris et je comprends pas, c'était confus. Ce qu'elle m'a dit, c'était confus. Le corps parle, il parle par sa gestuelle. Et être dans cette cohérence, c'est être justement en conscience. Être en conscience, qu'est-ce que c'est? Être en conscience, c'est être présent, attentif. On l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de personnes ont dit je suis attentif. Bon, il y a déjà quelque chose qui entre à l'intérieur de la personne. Je suis attentif à me positionner de telle façon ou de telle façon. Mais après, il faut aussi que ce soit naturel, que ce soit simple, que ce soit un mouvement qui ait de l'allure, mais en même temps qui corresponde à la personne, qui corresponde à son tempérament, qui corresponde à ses idées, qui corresponde à sa nature, à ce qu'il est véritablement. Sinon, c'est du faux. Et le corps, il ne ment pas. Le corps est absolument merveilleux puisqu'il ne sait pas mentir. Et je ne pourrais pas mentir avec mon corps. Si je fais ça, c'est quelque chose de fabriqué qui va se repérer, qui va se remarquer en essayant de convaincre quelqu'un, mais je triche. Et il ne peut pas y avoir ni cohérence, ni congruence. À quel moment est-ce que je vais être véritablement ce que je suis? Pas facile dans ce développement d'être ce que l'on est. Pas facile avec tous les conditionnements que nous avons eus et que nous avons reçus depuis l'enfance, de sortir de cela pour devenir ce que l'on est. Je crois que c'est Albert Camus qui disait l'important, ce n'est pas ce que l'on a fait de moi, mais moi, qu'est-ce que je vais faire de ce que l'on a fait de moi? Et je trouve cette phrase absolument magnifique parce qu'elle est représentative du travail que l'on a à faire en devenant euh, mature, de devenir vraiment ce que l'on est et d'être et d'aller jusqu'au bout de cette richesse que l'on a à l'intérieur de nous et qui a été étouffée pour beaucoup d'entre nous. Et vous avez vu aussi avec vos clients que c'est toujours un petit peu la même chose. Et avec le coaching somatique, avec cette intelligence, c'est un alignement en permanence que l'on fait. Quand mes clients arrivent, certaines fois, on va nous demander à quel moment est-ce que vous faites, vous invitez vos clients à se mettre en mouvement. Mais ils sont en mouvement, ils sont venus. Si mon client me dit pourquoi est-ce que vous voulez me mettre en mouvement, je dis mais vous avez bien fait un mouvement pour venir jusque chez moi. Vous êtes en mouvement déjà. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être de faire quelque chose qui fait que vous avez votre tête d'un côté et que votre corps est de l'autre côté. Ils ne sont pas unis, mais si on les unit ensemble, peut-être que ça va faire quelque chose de très constructif. On ne veut pas envisager de construire une maison toute tordue. Il faut quand même quelque chose de solide, même si les briques sont mises en vague, mais elles auront besoin quelque part de cette solidité. Souvent, les jeunes, par exemple, j'ai fait une association pour aller dans les lycées et les institutions pour parler de la jeunesse, pour parler à la jeunesse, mais pas leur parler avec des mots, ça ils en entendent toute la journée, pour leur parler de leur corps et leur apprendre à communiquer avec leur corps. Et la demande principale de tous ces jeunes, c'est avoir confiance en soi. Qu'est-ce que c'est d'avoir confiance en soi? Il y a deux mots. Il y a la foi et le préfixe con, avec foi. Mais il y a quelque chose qui est important dans la confiance en soi, c'est aussi l'assurance. Avoir de l'assurance. Et
Qui est-ce qui peut avoir de l'assurance véritablement, à part le corps, le squelette? Il est solide. On ne peut pas briser un os par l'écrasement. Il va se tordre, il va se casser. Mais par l'écrasement, on ne peut pas. C'est-à-dire que la puissance du système gravitaire ne peut pas nous écraser, mais nous avons le devoir de lutter contre cette résistance. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait nous tenir dans l'espace. Et les jeunes sont ravis, on leur fait plein d'exercices où ils apprennent à avoir confiance en nous. Et on leur apprend le langage non verbal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le langage non verbal, c'est apprendre à utiliser sa propre sensibilité et écouter qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe. Donc comment utiliser l'intuition et cet esprit intuitif, c'est un secret scientifique. Comme disait Einstein, l'esprit intuitif, c'est un secret, mais l'esprit scientifique, c'est une servitude. Nous, on est avec le secret, on est avec ce secret, et comment livrer ce secret, se livrer ce secret à soi-même. C'est vraiment magnifique, parce qu'on peut se développer et être à l'écoute vraiment de ça. C'est vraiment la finesse que nous avons et cette fluidité que nous pouvons avoir. Peut-être sortir des théories et laisser parler le cœur. Ça fait quoi? Ça fait quoi de parler son cœur à l'autre? Ça fait quoi d'avoir un protocole et se dire mon intuition me dit que c'est pas ça qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse autrement. Mon cœur me dit de faire différemment. Et à ce moment-là, je peux quand même œuvrer avec mon cœur. Et l'action portée par le cœur, elle sera toujours bien accueillie, parce que ça se sent dans les deux côtés. Dans la formation de coaching somatique, j'invite beaucoup les coachs à s'impliquer. Ils s'impliquent véritablement dans leurs sessions. Que ce soit dans les sessions en duel, c'est une situation B2B, ou que ce soit par l'intelligence collective ou dans les groupes, on apprend cela aussi, mais après c'est multiplié. On apprend d'abord par deux, et puis après on apprend petit à petit avec les autres. Et ça donne du sens et ça ouvre des potentiels à chacun. Ça motive les équipes. Et comment ça les motive? Ça les motive tout simplement parce qu'on est dans le ludique. Les enfants, c'est la même chose dans les lycées, dans les écoles, partout. Ils n'ont pas le droit de rire, ils n'ont pas le droit de jouer. Certains enseignants ont ce petit truc un peu de faire un peu de joie, mais c'est quand même assez difficile de rester assis pendant des heures et des heures, alors que le cerveau, il n'a qu'une envie. Et les enfants, on les punit, on dit, ah, il est dans la lune, il regarde dehors. Il est tout le temps en train de regarder dehors. Et il y a un appel qui vient vers lui, qui lui dit, mais moi, là, je suis dans la nature, je suis dans la forêt, je t'attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, j'ai besoin de toi dans la nature. Et ma nature, la nature de l'enfant, elle a besoin de la nature pour aller s'épanouir, pour aller s'exprimer, pour y devenir ce qu'il est véritablement. Voilà, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de... en tant que coach, je crois que c'est un rôle important que nous avons dans la société. Et cette société du 21e siècle qui arrive avec tous ces changements et toutes ces modifications qui arrivent, nous demande énormément d'adaptabilité, nous demande beaucoup d'agilité. Non seulement d'avoir un cerveau agile pour réagir vite et bien, et aussi de nous adapter, c'est-à-dire de nous mouler à certaines choses parce que on ne va pouvoir pas faire autrement parce que c'est l'époque qui veut ça. Donc, à nous de travailler dans une manière globale, d'avoir un coaching global de corps, de cœur et d'esprit. Pourquoi? Parce qu'avec le corps, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Nous avons quelques questions. Les questions sont, Sophie demande, d'après vous, combien de temps le changement opéré en séance dure-t-il?
mais il durera toute la vie. Vous avez appris à faire du vélo, vous n'en avez pas fait depuis 10 ans. Vous remontez sur un vélo, ça prend 3 minutes et vous roulez. Vous avez appris à nager, vous n'avez pas nagé pendant 10 ans, vous tombez dans l'eau, vous nagez. Le cerveau n'oublie pas. Il a intégré, la communication reste un mystère tant qu'elle n'est pas passée par le muscle. Vos muscles ont acquis cette connaissance. Et cette connaissance, elle restera acquise à vous toute votre vie. Dès que l'on apprend quelque chose, bon, les artisans savent bien ça, parce qu'ils ont appris à faire plein de choses, mais bon, je veux citer un petit peu mon exemple, parce que toute petite, j'ai appris à danser. L'autre jour, j'étais dans ma voiture et j'écoute radio classique. C'est bizarre, hein, j'aime bien la musique classique, parce que je connais bien, et il y avait Aïda. Et il y a longtemps que je n'avais pas entendu Aïda, et c'est un des premiers rôles que j'ai dansé à l'opéra en tant que petit rat. Oui. Et j'étais au volant, mais j'étais moi-même en train de trépigner. Mon corps redansait, revivait ce moment exceptionnel que j'avais eu, j'avais 8 ans. Et c'était là. Ce n'est pas parti. C'est toujours là et ce sera toujours là. Et c'est ça l'intelligence du corps. Et c'est cette intelligence-là, effectivement, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne prend pas en compte. Mais on est aidé actuellement. Je trouve que le monde change et comme il change aussi par rapport à l'opinion et au regard qu'il a sur le corps. Donc, on nous offre la méditation, on nous offre la pleine conscience, on nous offre des possibilités de sport sportive, esthétique, tout alimentaire, tout converge en ce moment pour aller vers cette essence-là, ce sensoriel qui est à l'intérieur de nous, d'apprendre à bien manger, d'apprendre à prendre soin du corps, d'apprendre à l'écouter et d'apprendre à s'écouter soi-même. C'est-à-dire tout faire pour soi, par soi, avec soi. C'est déjà formidable. Hein. Voilà, alors tranquillisez-vous. Alors, il y a encore d'autres réactions, bien sûr. Aurore qui aimerait bien avoir un rappel de l'exercice avec les mains que tu as proposé tout à l'heure. Ah, oui, c'est simplement de produire un changement pour tester un client qui peut-être serait un peu sceptique et pour lui montrer quelque chose d'assez rapide hein, dans une séance. C'est arrivé des gens qui peuvent être sceptiques et qui peuvent ne pas y croire. En général, quand ils viennent voir un coach qui affiche coaching somatique, ils savent bien qu'ils vont avoir affaire avec leur corps. Mais en fait, ils ont peur. Ils craignent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment faire. Parfois, c'est la honte de se montrer dans un mouvement ou dans un geste qu'on leur demande de faire quelque chose d'inhabituel. Donc, c'est, voilà, alors je prends les mains parce que les mains, ben, c'est souvent quelque chose qu'on a à portée de soi. Et la main n'est que le prolongement de notre cerveau. Sans nos mains, nous ne serions pas ce que nous sommes. Sans l'appréhension du pouce et de la main, nous ne pourrions pas attraper, nous ne pourrions pas manger, nous ne pourrions pas faire tout ce qu'on a à faire avec le corps. Donc, je propose les mains. Je dis, croisez vos doigts simplement. Voilà, comme ça. Très bien. Et maintenant, ouvrez les doigts, ouvrez les mains, et maintenant, croisez-les autrement. C'est-à-dire inverser les écarts. Et il va avoir du mal à le faire, parce qu'il a toujours l'habitude de faire ça, et je lui demande de faire ça. Donc, il va bafouiller. Donc, je lui dis, vous voyez, vous me demandez un changement, c'est ça. Et ça peut être comme ça. Et puis, j'ai plein d'autres aussi exercices où j'amène les gens à prendre conscience de leur changement et du changement qu'ils ont à faire et leur rôle à l'intérieur, eux, de ce changement. C'est que nous sommes là pour les aider à changer, mais nous n'allons pas changer pour eux. C'est assez clair. Mais parfois, c'est pas très clair. C'est un peu confus dans la tête de certains clients. Voilà. Alors, oui, On peut croiser les mains là, on peut croiser les mains dans le dos, on peut se croiser les mains ici, on peut n'importe où. On peut croiser les bras aussi, croiser les bras et puis croiser-les autrement, tout de suite. Vous allez voir, faites-le toute seule, là maintenant, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, mais faites-le. Vous allez voir que ça va être difficile parce qu'au début, vous n'avez pas appris à le faire autrement. Alors,
Et c'est ce que je vous disais, créer, c'est un art insufflé par l'intuition pour aider la personne à accepter le changement. C'est pas facile le changement. Hein. Le changement, ça implique aussi la peur, ça implique l'inquiétude, ça implique une déstabilisation. Donc tout ça est à prendre en compte et à mettre en scène, et à mettre en scène. J'ai encore des mots qui me reviennent, à mettre dans le champ d'un coaching. Et les gens sont très très heureux de voir et de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et de le faire dans la joie. C'est pour ça l'implication du coach, c'est aussi d'accepter d'être dans cette joie. Quand je m'ennuyais dans mes séances, j'étais lourde après une séance, mais mon client, probablement qu'il était pareil. Et quand j'ai commencé à inclure du mouvement, tout de suite les endorphines sont venues. Et tout ça, c'était dans la gaieté et dans la joie. Et ils repartent, ils sont contents. Et quand ils reviennent, alors, vous allez faire quoi aujourd'hui? On va faire quoi? Qu'est-ce que vous allez me faire faire comme aventure? Ils en redemandent parce que c'est gai, c'est quelque chose d'agréable. Et ils s'en souviennent. Parfois, j'ai des clients qui reviennent longtemps après, qui me disent, mais vous saviez, vous m'avez fait faire ça, je n'ai jamais oublié, je n'ai jamais oublié. Ça répond aussi à la question de la personne tout à l'heure qui demandait combien de temps ça allait rester. Ça reste toujours. Il y a Kim qui pose la question si la motricité, si c'est de la motricité. La motricité. Eh bien, la motricité, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure entre tourner la tête d'un côté et tourner les yeux de l'autre. C'est une autre motricité. La motricité, c'est de tourner la tête d'un côté et les yeux avec, en allant dans la direction de la tête. Mais faire le contraire, c'est aménager une nouvelle motricité. Donc, pour la motricité, bon, j'ai plein d'exercices que je ne peux pas toujours faire là maintenant. Mais si la dame était là devant moi, je lui demanderais de se mettre debout et de faire certains exercices là. Et comme je ne la vois pas, ce serait un peu plus difficile. Mais vous pouvez le faire. Par exemple, vous vous mettez debout et vous croisez les deux pieds parallèles et vous mettez le pied gauche, vous croisez le pied gauche par-dessus le pied droit. Donc, il y a déjà un changement. C'est-à-dire, il y a déjà un déséquilibre. Donc, et en restant comme ça debout, vous vous balancez d'un pied sur l'autre et vous allez observer les tensions qui vont se créer dans le corps instinctivement, parce que l'instinct est là, il ne peut pas ne pas être là. Comme il y a un risque de tomber parce que vous vous mettez vous-même en déséquilibre, mais combien de fois nous mettons-nous nous-mêmes en déséquilibre dans la vie en posant des actes qui ne correspondent pas à nos désirs? Parce que souvent, le mental, par exemple, le mental a des besoins que dont le corps n'a pas besoin. Donc, ils sont différents. Donc, comment les organiser pour qu'il y ait un alignement entre le besoin du mental et les besoins du corps, entre la réflexion et une raison et quelque chose qui serait presque irrationnel, mais qui n'est pas véritablement irrationnel puisque c'est de la sensibilité, et pour aligner les deux. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc quand vous continuez à vous balancer comme ça d'un pied sur l'autre, essayez de le faire. Donc là, vous allez acquérir une nouvelle coordination. Et sur cet exercice-là, je peux vous faire aussi des tas de petites nuances. Tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre, fermer les yeux, etc., etc. Donc c'est une nouvelle coordination et c'est dans cette coordination que le cerveau va imprimer aux neurones de nouvelles manières d'agir, de nouvelles manières de se construire. Et puis quand vous allez maintenant remettre vos deux pieds sur le sol, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr de vous. L'instinct a réagi. Il dit, voilà, tu vois, quand tu es dans quand tu es dans l'insécurité, quand tu es dans le déséquilibre, ça va pas. Mais regarde, quand tu es dans le déséquilibre, comme ça va bien. Voilà le corps qui vient de dire quelque chose. C'est un corps qui appelle à la sécurité. Malheureusement, souvent, on lui fait faire des choses qu'elle n'est là pas. Mais par l'approche progressive de la conscience et de la prise de conscience dans l'action, on va beaucoup plus loin et c'est là où on va beaucoup plus vite. Je me rabâche, mais j'ai pas encore trouvé autre chose à dire dans ce slogan. Je vais rechercher un autre.
Alors, pour l'exercice, d'autres questions. Il y a Odile qui demande, c'est bien notre cerveau qui guide nos gestes corporels? Ah, à votre avis, c'est quoi d'autre? Bien sûr que c'est notre cerveau. Qui muscle votre corps? Ce sont les muscles qui se musclent tout seuls? Ou est-ce que c'est le cerveau? Après, c'est la qualité de la pensée qui va initier la musculation du cerveau, qui va initier la musculation du corps. C'est la qualité de penser pour soi, c'est le respect pour soi, parce que c'est soit dans la force, soit dans la délicatesse, soit dans le respect. L'effort est souvent un signe de l'erreur, parce que se contraindre à faire un effort pour réussir quelque chose, et en particulier par le corps, je peux en parler aussi beaucoup, mais pour les sportifs, c'est souvent de cette nature que ça se produit. Mais ça peut être aussi pour un chef d'entreprise qui est aussi un athlète de haut niveau parce qu'il a des performances à faire qui sont aussi importantes que celles d'un sportif qui va courir avec sa perche pour passer un demi-centimètre de plus que l'autre. Comment faire? Quelle est la relation que vous avez avec votre corps? Donc, soit vous allez le faire en vous forçant et en vous faisant du mal, parce qu'à ce moment-là, les acides lactiques vont rentrer à fond dans le muscle, vous allez vous allez être courbattu. Soit vous allez le faire en délicatesse, comme on a fait tout à l'heure le mouvement. Ou alors on peut se dévisser pendant tout de suite et puis se faire très mal. Il y a 7 petites perles dans la nuque. 7 petites perles. C'est dommage quand même de les abîmer. On en a besoin longtemps. C'est elle qui nous porte et c'est aussi cet équilibre-là qui nous permet d'avancer, qui nous permet de marcher. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'être dans les délicatesses. Alors après, c'est volontaire. Si vous avez envie de faire de gonfler les muscles, bon, ben, voilà. Et je crois que tant qu'on ne sait pas ce que l'on fait véritablement, on ne peut pas bien faire ce qu'on a envie de faire. C'est une évidence, c'est une phrase qui montre une évidence. Si je ne sais pas ce que je fais, je ne peux pas bien faire ce que j'ai envie de faire. Maintenant, si vraiment pour moi, l'effort est un signe de l'erreur, sauf si elle est portée par la passion. Et la passion, c'est un état d'esprit différent. Mais si on est contraint ou si on force quelqu'un à faire quelque chose contre sa nature ou contre son avis, mais on abîme la personne. Et ça dépend aussi de comment et pourquoi est-ce que la personne va s'imposer de faire des efforts et parce qu'on les lui demande. Un enfant va s'imposer de faire des efforts, beaucoup d'efforts, parce qu'il ne veut pas déplaire à son parent, c'est bien normal. Mais après, comment ça s'organise pour cette personne dans sa vie, dans sa maturité? Le respect de soi, c'est quand même le respect des autres aussi. Si on se respecte soi-même, on va respecter l'autre. Parce que c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Et pour être, il faut déjà être en conscience avec soi. Allez les coachs, pleine conscience. Alors, nous avons encore pas mal de réactions. Nicole nous dit, l'exercice avec la main nous fait prendre conscience de la puissance qui nous est possible à portée de main. Super, voilà. super. Pour faire un jeu de mots, hein. Il y a pas mal de remerciements également, Josette. Donc, merci beaucoup, Josette. Combinaison, cerveau, plus corps, nous dit Olivia. 1000 merci, écrit Franck. Beaucoup de remerciements pour les exercices également. Vous êtes vraiment très nombreux à être encore connectés et nous vous en remercions. Je vous rappelle que Josette, dans quelques minutes, sera sur notre page LinkedIn et répondra à toutes vos questions.
J'aimerais également remercier Yacine Chaker qui s'occupe de la technique aujourd'hui et qui a répondu aux questions techniques. Donc Yacine Chaker est membre de l'ICF Synergie et plus précisément ambassadeur du chapitre tunisien. Pour terminer ce webinaire, je laisse le mot de la fin à Josette et après, nous vous retrouvons sur LinkedIn. Josette, tu as le mot Oui. de la Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis, j'espère que vous viendrez m'écouter encore, mais cette fois dans une formation. Vous trouverez sur mon site moncoaching.net, vous trouverez toutes les endroits où je donne des formations un peu partout. Et si vous avez vraiment des questions importantes, vous trouverez là aussi sur mon site mon adresse ou mon téléphone. Et je vous invite à m'appeler quand vous voulez. Je suis toujours présente. Je suis ravie d'avoir pu communiquer sur le coaching somatique. C'est quelque chose que j'ai créé en osant faire quelque chose de différent de tout le monde. C'était aussi un changement pour moi. Et maintenant, c'est un changement que j'apprends à faire aux autres. Et je pense que ce changement, il peut apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et de respect pour chacun. Donc, merci de m'avoir écouté. En tout cas, cette mission, entre guillemets, que j'ai de rendre les gens heureux dans leur corps et heureux d'avoir le corps qu'ils ont plutôt que le corps qu'il faut avoir, eh bien, merci de m'avoir encore écouté et de m'avoir reçu avec autant de questions intéressantes qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont donné des idées. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Josette, et rendez-vous sur notre page LinkedIn. Très bonne soirée à tout le monde, peu importe le moment où vous nous regardez. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Josette. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Yotis. Merci ICF aussi de m'avoir donné cette possibilité. Et merci à vous tous qui êtes au-delà des frontières de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Et j'aimerais vous embrasser et je le fais avec mon cœur va vers vous. Merci.